disparate de ce qui constitue ce discours, le discours de toute une équipe autour du candidat, puis du président Macron, on se rend compte que l'existence d'une stratégie à part entière existe et qu'elle a été mise en œuvre, évidemment, pour séduire l'électorat. Toute la doctrine de l'ère macronienne réside exactement dans ce point. Je vous apprends rien, sous couvert de modernité, c'est évidemment de recettes anciennes, de vieilles recettes qu'il s'agit, et notamment en matière économique. Pour autant, il ne faut pas croire que cette com n'est qu'une coquille vide, comme c'est souvent dit. Au contraire, j'ai tendance à croire que c'est toute une vision de la société qui se dessine, si on étudie de plus près l'ensemble des discours que l'on peut entendre de la part de Macron et de ceux qui l'entourent. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors la méthode elle va être simple, je vais vous montrer quelques phrases, quelques paroles qui ont pu être prononcées, et puis on va avancer autour de ça. Alors concernant l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et son équipe, j'insiste sur ce mot parce que évidemment les journalistes ont tendance à céder à la personnalisation, mais évidemment Emmanuel Macron n'est jamais seul. C'est évidemment le storytelling qui a été fait tout au long de la campagne au sujet de son parcours. Par une espèce de miracle, Emmanuel Macron a tout de suite été présenté comme l'homme du renouveau, l'homme qui sortait de nulle part, presque hors système. Or, de l'ENA au ministère de l'économie, en passant par notamment la banque Rothschild, on sait qu'il n'en est rien. C'est évidemment un homme du système qui a un parcours tout ce qu'il y a de plus classique, voire technocratique. Et l'économiste Thomas Porcher, que vous connaissez peut-être, a justement fait remarquer qu'en fait c'est un parcours tout à fait comparable à celui, par exemple, d'un Alain Juppé. Alors il a dit, Thomas Porcher, que Macron était un pur produit des grandes écoles et de la politique française. Il a dit ça le jour de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. Donc de fait, Emmanuel Macron est l'incarnation de l'oligarchie. Et de fait, son personnage est une pure invention, une mystification. Or, mettre ainsi en exergue, dans son discours, mais aussi dans le discours de second tour, son parcours, comme si il était un homme issu de rien, c'est mettre en avant une forme d'individualisme. Et ça, on le verra plus tard, mais je pense que mettre en avant cet individualisme, c'est déjà mettre en valeur certains éléments qui correspondent à la doctrine macronienne. Pour le moment, contentons-nous de relever ce fait simple et objectif. Cette appartenance à un groupe restreint de dirigeants d'Emmanuel Macron est à l'origine de son élection. À bien des égards, cette appartenance pose problème. On peut effectivement penser que oligarchie, on pourrait dire aussi oligocratie, est incompatible avec la démocratie. Et de fait, en 2015, Emmanuel Macron, qui était alors ministre de François Hollande, déclarait dans une interview qui a ensuite été reprise par Le Monde, accéder aux plus hautes fonctions par l'élection est un cursus d'un ancien temps. Par la suite, il a répété son intention de vouloir démocratiser davantage encore les institutions de la Ve République. On peut en douter aujourd'hui. Alors pourquoi ce changement de discours? De toute évidence, Emmanuel Macron s'adapte aux fonctions qu'il occupe. Si les ministres nommés sans avoir été élus, ce qui était le cas alors, il réfute la nécessité de l'être un jour. Si les candidats au suffrage universel, il promet des changements auxquels semblent aspirer les électeurs. S'il est président, il devient carrément jupitérien. Je reviens sur ce terme qui a été largement glosé depuis, qui a été la source d'analyse de journalistes, mais pas seulement. La radio France Culture a consacré une émission entière sur le terme jupitérien quand même. Et à l'occasion, c'est le spécialiste de l'Antiquité, attendez, j'ai perdu son nom, John Shai, qui a expliqué l'opportunité du terme jupitérien. Alors je vais vous citer. Quand j'ai entendu dans son contexte cet adjectif et cette réponse, il m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, c'est intelligent, parce que c'est un Jupiter polythéiste
qui agit par sa volonté, mais avec la collaboration nécessaire des autres et sans se mêler en permanence de ce que font les autres. Bon, à vrai dire, rien ne permet de faire de telles déclarations. Macron a juste dit le permet. Mais au contraire, j'ai tendance à penser que si Macron a utilisé le terme jupitérien, c'est parce qu'il se réfère finalement à une représentation collective, finalement assez vague. Moi, quand on dit jupitérien, j'ai l'image de ce grand bonhomme barbu qui siège sur son trône. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et l'intention était sans doute avant tout de marquer une autorité sans en développer davantage les modalités. Voilà, donc c'est un exemple du flou volontairement entretenu par Macron. Or, cette affirmation... Alors attendez, parce que j'arrive à faire les deux en même temps. Ah voilà, ça c'est la déclaration, c'est une des choses qu'il a pu dire le jour de sa déclaration de candidature le 16 novembre 2016. Donc j'ai pu mesurer ces derniers mois ce qu'il en coûte de refuser les règles obsolètes et claniques d'un système qui est devenu le principal obstacle à la transformation de notre pays. C'est pour dire qu'il est directement venu sur cette histoire d'oligarchie. Il s'en est tout de suite détaché. Donc je reviens à ce rapport à l'autorité, qui s'est affirmé de plus en plus depuis qu'il est président de la République. Alors cette affirmation de l'autorité a trouvé une sorte d'apogée avec cette fameuse déclaration qui a été faite, vous savez, quand il était devant l'Assemblée militaire de la Nation. Alors je vous le lis. J'ai pu mesurer ces derniers mois ce qu'il en coûte de refuser les règles obsolètes. Ah pardon, non, je me suis trompée. Ça va arriver régulièrement, je préfère vous prévenir. Désolée. Voilà, c'est donc celle-là. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été même marqués par de nombreux débats sur le budget de la défense. Je considère pour ma part qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements, je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nulle commentaire. Alors j'ai mis en italique le fameux « je suis votre chef ». On va faire une petite analyse stylistique au passage. Le premier mot, c'est « je », le dernier, c'est « chef ». Donc la phrase est magistralement encadrée et elle affirme évidemment de façon assez claire et assez lapidaire le fait que Macron considère qu'il est le chef. Ça va, tout le monde a compris? En tout cas, le général de Villiers, lui, a bien compris le message, puisqu'évidemment on sait que ça lui a été indirectement adressé, et on connaît la suite qui a suivi à cet épisode. Bon, je vais... ah oui, pardon. Donc, un usage des institutions, de l'autorité, est finalement l'occasion d'une affirmation que je considère comme excessive du pouvoir du chef de l'État. On a pu aussi l'observer au moment de son discours d'investiture. Alors là, je ne vais pas tout citer, mais je vais quand même vous donner quelques mots qui, à mon avis, sont révélateurs et qui révèlent aussi beaucoup sur le lien du président Macron à ses électeurs et à l'ensemble des Français. Il dit par exemple que les Français sont pris de découragement, de crainte et d'angoisse. Du coup, ils doivent être protégés. Et la tâche du président, à qui ils ont choisi de faire confiance, consiste alors à redonner le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Bon, alors moi je considère que c'est... Pardon ? Non, alors je ne l'avais pas noté parce que c'est un... J'ai écouté tout le discours d'investiture. J'ai fait une petite synthèse. Donc en fait, je vais répéter les mots quand même. Donc découragement, crainte, angoisse, faire confiance, protéger, redonner le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Donc voilà, on peut y voir une vraie infantilisation du peuple, tout simplement. On dirait que les Français ne sont que l'objet d'émotions
et que finalement ils ont besoin d'être rassurés, tout simplement. Et ils ont besoin d'être rassurés, non pas dans la perspective de leur donner enfin bonheur et épanouissement, ce qui pourrait être quelque chose qu'on peut entendre. Finalement, on a entendu un petit peu du côté de la France Insoumise avec le fameux mot du bonheur. Mais en fait, il s'agit de redonner à nouveau sa place de premier plan à la France dans le concert des nations. Bon, on voit de quelle façon les institutions de la Ve République, par l'affirmation de cet autoritarisme caricatural et la vision d'un peuple immature, joué de ses émotions, incapable de se prendre en main, viennent asseoir finalement le pouvoir en place. Il y a comme une espèce de grand retour en arrière par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir, qui conforte l'oligarchie dont Emmanuel Macron est avant tout le parfait représentant. À travers lui, cette oligarchie a faim un renouveau des usages des institutions pour finalement forger davantage encore la monarchie présidentielle. À ce titre, Emmanuel Macron, comme la Ve République, deviennent ici les pièces d'un grand appareil, l'appareil du pouvoir. La question qui se pose dans un tel contexte devient celle, du coup, du contre-pouvoir. Change. Alors, c'est pas maintenant, c'est pas grave. Je continue à parler. Alors, la question du pouvoir et évidemment de l'opposition est absolument centrale. Or, les mettre à mal, finalement, c'est affaiblir notre démocratie. Le Parlement est évidemment un pouvoir. Or, pendant la campagne des législatives, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais Monsieur Castaner, j'ai oublié son prénom, Christophe, porte-parole du gouvernement, a eu des paroles très claires, notamment sur le rôle, l'existence de contre-pouvoir sous le quinquennat. Il affirma alors que les députés LREM seraient l'expression de leur volonté présidentielle, mais aussi, je pourrais dire en même temps, son opposition. Alors, je ne sais pas si vous... Pour le dire autrement, il n'a pas été question de dire que les députés En Marche auraient la possibilité de s'opposer à tel ou tel point et de ne pas le voter, ou d'exprimer un désaccord. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que les députés seraient l'expression de la majorité présidentielle, mais aussi son opposition. Je crois qu'il y a un petit souci à considérer que un groupe parlementaire doit être l'alpha et l'oméga de la pensée politique. Il l'a dit ça, mais alors voilà, il y a la citation aussi d'une candidate LREM qui a dit « Les députés LREM vont challenger le gouvernement, c'est leur rôle ». Alors excusez-moi, j'ai oublié le nom de cette députée, c'est une députée de Paris. Voilà. Je crois que c'est la 6e circonscription. Donc voilà, ça a été un vrai argument en fait de vote final. Donc, pour le dire autrement, on peut aussi dire que s'il n'y avait pas eu notamment les députés France Insoumise, eh bien le débat aurait été tout simplement un vrai simulacre de débat, avec éventuellement quelques petites nuances posées ça et là, mais évidemment ça n'est pas suffisant dans une démocratie telle qu'on l'entend. Par ailleurs, les contre-pouvoirs que l'équipe d'Emmanuel Macron comptait organiser ont été encore plus réduits encore par la suite. Encore une fois, lors d'un discours d'Emmanuel Macron, alors cette fois-ci c'était devant le Congrès à Versailles. Emmanuel Macron a dit aux députés « Vous allez peu légiférer ». Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a annoncé tout simplement le fait qu'il y aurait des ordonnances et des décrets en pagaille tout au long du quinquennat. Alors avec cette volonté de contrôler, de museler le débat, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est tout un modèle de société que l'on tente ici de nous imposer. Une société sans confrontation, sans dissonance, sans combat d'idées, sans dissidence et sans désobéissance. Mais en évitant tout rapport de force, une telle société s'effraie finalement du réel. Or, il est intéressant de constater que cette volonté de contrôler le débat et de nier les rapports de force se retrouve finalement à tous les degrés de la société. Alors, je ne sais pas si vous pensez à quelque chose de cet ordre-là qui est arrivé récemment, mais il me semble que ce qui se passe avec la réforme du code du travail, on pourrait faire une comparaison.
avec notamment la création d'une instance unique de représentation du personnel et l'inversion des normes. Ce sont des catastrophes précisément parce qu'elles prétendent que patrons et employés